Est-ce que vous m'entendez? Oui? Très bien, merci. J'ai toujours un petit doute. Euh, Pas un doute envers les enseignements et les pratiques, mais un doute technologique. Alors, deuxième journée de pratique qui est entamée. Merci à Gwenola d'avoir pris la relève à la fois hier soir puis ce matin. Euh, ouais, alors on a la chance d'avoir toute une journée de pratique devant nous, une journée d'exploration, d'investigation. Euh, Puis oui, encore ce matin, quelques mots sur la pratique, peut-être pour nous orienter, nous inspirer peut-être, j'espère. Euh, euh, Ce que moi j'apprécie beaucoup de cette pratique, c'est, et j'ai entendu ça les premières fois il y a 20 quelques années, euh, j'étais jeune encore jadis, euh, et ce mot-là en pali revenait très souvent. Ehi Passiko, qui veut dire voyez pour vous-même. Alors, c'est une invitation à une sorte d'indépendance. Il y a plusieurs façons on pourrait parler de ce mot, mais une sorte une invitation à voir, oui, c'est ça, pour soi-même, mener l'investigation, à voir qu'est-ce qui fonctionne pour soi, quels mots résonnent dans ce qui est dit, quelles instructions, quelles suggestions, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'intrigue. Oui, de l'énergie, naturellement. Quels sont, oui, qu'est-ce qui résonne dans les mots qui sont dits ou quels sont mes mots à moi. Euh, L'invitation aussi à avoir un regard critique, donc à écouter euh, sans avoir absolument à croire. On n'est pas dans un système, dans un dogme, on n'est pas dans un système de croyance. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Il y a de la place pour de l'exploration. Alors, essai-erreur, il pourrait même, selon évidemment la situation extérieure et intérieure, il pourrait avoir le côté ludique qui est bienvenu là, où est-ce qu'on joue un peu avec les phénomènes, avec la tension, on va voir pour soi-même. Alors moi, je voudrais inviter ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la pratique pour vous? Et Vipassana, euh, ça parle d'une compréhension profonde. Il y a plusieurs façons de traduire. Hein? Alors, Vipassana, voir profondément. Vipassana, euh, clairvoyance, voir clairement les choses telles qu'elles sont. C'est aussi une compréhension intuitive. Intuitive, ça veut dire comment ça me touche, moi, comment je suis touché par les choses, ou comment moi, je veux toucher aux choses. Euh, et donc, c'est ça, c'est, oui, intuitif. Euh, et donc, aujourd'hui, moi, je vais faire des suggestions, euh, peut-être Gwenola aussi. C'est à vous de voir qu'est-ce que moi, je veux faire avec ça. Donc, je veux vraiment inviter à la fois ce regard critique, dans le meilleur sens du terme, là, il peut être utilisé de toutes sortes de façons, ce terme-là, mais s'approprier, hein, s'approprier ces enseignements-là pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, dans mes circonstances, dans ma vie, dans mon état, avec mon état intérieur? Aujourd'hui, d'ailleurs, ça reste quelque chose de très fluctuant. Euh, et donc, peut-être des choses un peu plus spécifiques sur certains aspects de notre expérience, ou peut-être encore une fois, sur ce qu'on appelle la pleine conscience. Euh, donc, on utilise des mots, des concepts, et c'est très important de voir comment, encore une fois, ils résonnent pour nous. Pour moi, le meilleur exemple, c'est le mot concentration. Le mot concentration, euh, dans mon système, dans mon éducation, ce mot-là revient beaucoup dans les enseignements. Ça parle d'unification de l'esprit, de demeurer présent.
moi, je l'utilise très peu parce que quand j'entends le mot concentration, mon corps se tend. Parce que pour moi, c'est relié à l'école, la petite école. On disait, concentre-toi, tu n'es pas assez concentré, Pascal, où es-tu, etc. Et, euh, et où je me sentais enfermé par ce mot oppressé. Et donc, même si on en parle puis qu'on veut dire autre chose dans les enseignements, j'ai un conditionnement qui fait que ce mot-là résonne d'une certaine façon pour moi. Alors, je dois le transformer. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Pascal? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se rigidifier? Non, je ne pense pas que ce soit de ça dont on parle. Dans mon exploration, pour moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'est autre chose. C'est plus relié à la générosité, à donner, offrir son attention, complètement ne pas garder l'attention sur autre chose, mais l'offrir. C'est quand la respiration devient le ou la bien-aimée. Il y a quelque chose de beaucoup plus... Donc, moi, j'ai dû créer ce langage-là pour pouvoir m'inviter à épouser la respiration plutôt que concentre-toi sur la respiration. Alors, peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça marche très bien, se concentrer sur la respiration. Pour moi, il y a plus l'idée de laisser l'attention épouser, embrasser la respiration. Et là, de cette façon-là, j'arrive exactement, je pense, à ce qui est voulu dans les enseignements, mais ça passe par un vocabulaire qui m'est propre. Hein. Donc, moi, quand j'enseigne, j'utilise beaucoup ce vocabulaire-là qui résonne pour moi. Et là, c'est à vous de voir qu'est-ce qui... et j'essaie d'ailleurs d'utiliser plusieurs mots. Donc, par exemple, quand je parle de conscience, être consciente, conscient, je pourrais tout aussi bien dire être sensible. Pour moi, euh, oui, quand on est assis, tout à coup, je veux inviter une sorte d'intelligence qui est synonyme à sensibilité. Hein? Une sensibilité à ce qui se passe, une attention à ce qui se passe, être consciente, conscient de ce qui se passe. Euh, pour moi, on est c'est tout un peu dans le même domaine, là, dans le même champ. Euh, et je vous invite à voir quel est le langage. Euh, et c'est possible qu'il n'y ait pas de langage, hein, parce que le langage pointe vers quelque chose. Et dans la pratique, il y a des moments où il n'y a pas de langage. C'est ainsi. Hein. C'est, alors, par exemple, par rapport aux états mentaux, est-ce que ce mot-là résonne? Aux émotions, au mood, on pourrait dire en bon québécois ici, hein, aux humeurs. Alors, euh, parfois, il n'y a pas de mots. Je me sens comme ceci. Je me sens exactement comme ceci. Et là, je pourrais me mettre à chercher, est-ce que je suis ébaubi, surpris, euh, indécis, confus? Mais c'est peut-être pas nécessaire parce qu'il y a un accès direct au ressenti. C'est exactement comme ceci en ce moment. Et j'aime bien, euh, par exemple, ces deux mots, je ne sais même pas s'ils existent vraiment, c'est à nous de décider entre nous, hein, c'est des conventions, mais le mot inciter ou telléité, les choses sont ainsi, les choses sont telles qu'elles sont, la telléité des choses, l'inciter. Et pour moi, ce, que, ce dont ça parle, ce mot-là, ces mots-là, ça me parle d'une qualité de présence qui est telle que les choses n'ont pas besoin d'être définies exactement parce qu'elles sont tellement ressenties. Alors oui, je peux dire c'est le doux vent frais sur, sur la peau de mon visage, mais si je vis l'expérience, j'ai pas besoin de tous ces mots-là, ils deviennent un peu encombrants. Et il y a l'expérience, c'est comme ceci. Et donc là, moi, j'enseigne, je passe par la communication, le langage, qui va rester bancal, qui ne va pas résonner de la même façon chez chacun d'entre nous. Alors, vous avez absolument le droit de corriger à la fois le langage, la technique, la, et même la compréhension de ce qui se passe.
Et au cours de notre pratique, ça va être aussi changeant. Hein. J'aime beaucoup, dans les enseignements, on parle d'un éveil, l'éveil. Hein. Et j'ai entendu ça pendant des années, des années. Puis un jour, il y a l'enseignant d'un enseignant qui disait, mais moi, je pense que ça va être sans fin. Comme c'est la nature dynamique des choses, ça va être sans fin. L'ouverture, la compréhension va toujours s'ouvrir sur autre chose, une autre perception, peut-être plus affinée des choses. Et j'ai aimé ça que tout à coup, il n'y ait pas... j'aime aussi l'idée qu'il y a un but à atteindre, mais j'aime aussi l'idée que non, en fait, c'est dynamique. Et ça marche bien avec ce que je vois dans ma pratique et la pratique des gens. Je l'entends souvent, je l'ai dit moi-même souvent. Ah, maintenant, je comprends. Je ne sais pas combien ça fait d'années que je pratique, peut-être 20 quelques années. Et j'ai l'impression que maintenant, je commence à comprendre ce que c'est la pleine conscience. Avant, je ne savais pas. Même Jack Kornfield, qui peut-être vous connaissez Jack, qui écrit plusieurs livres, qui est un grand enseignant, je me souviens, il y a quelques années, il a dit « Ah oui, les 30 premières années, on pensait que d'être seulement attentif, ça allait faire le travail. On croyait ça. Et ça nous a pris 30 ans pour se rendre compte que non, en fait, il devait y avoir la valeur ajoutée là, de l'amour, de la bienveillance. De telle sorte que lui, en anglais, maintenant, il parle beaucoup plus. Je ne sais pas, ça fait quelques années là, que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas passé du temps avec lui, mais en tout cas, à une certaine époque, il parlait beaucoup de... Il invitait les gens en anglais, il disait « Bring your loving awareness ». Amenez votre attention aimante. Hein? Et quelqu'un pourrait entendre ça, dire « Ah non, aimante, oh, c'est beaucoup trop gluant. » Et peut-être que pour vous, vous entendez ça, il y a quelque chose qui répond dans le système. Ah oui, ça c'est juste, judicieux. En anglais, on traduit le mot kusala en pali par skillful. Encore une fois, ce sont des concepts, mais ces concepts-là ne font que pointer vers une expérience de quand on sent intuitivement dans l'expérience que quelque chose est juste, est bon, est bénéfique. Alors, on pourrait avoir la liste des états mentaux bénéfiques et essayer de les performer. Je suis une personne bienveillante, attentive. Hein? Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Dans Vipassana, dans la pratique de la pleine conscience, on parle de ressenti. C'est quelque chose qui est vécu. Quand on dit « ceci est bon pour moi, ceci est bon pour les autres », kusala, bénéfique, en fait, il n'y a pas de mots. C'est vécu. Quand tout à coup, on est touché par la qualité d'écoute de l'autre, ou sa compassion, sa bienveillance, sa patience, on est touché. Je ne veux pas accrocher le microphone. Mais on est touché. On a une expérience vivante et on reconnaît « Ah, ça c'est bon ». Quand on a pour soi-même une expérience d'acceptation, où est-ce qu'on relâche un peu de notre opinion, puis on touche aux choses, on est touché par les choses telles qu'elles sont, c'est une expérience vipassana, intuitive, connue, incarnée. Donc nous, notre exploration elle est autour de ça. On veut définir pour nous-mêmes qu'est-ce qui est sage, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais de façon vécue. Et ça veut dire qu'il faut qu'on touche à ce qui est unskillful, à ce qui n'est pas aidant. On doit tremper même dedans un peu pour pouvoir s'approcher de ça. Dans ma pratique, j'ai souvent dit, maintenant j'y pense plus justement avec les mots, mais ça passait par le langage où je me disais, tiens, il y avait une grosse réaction, colère, irritation, peur. Puis très souvent, c'était une note que je prenais souvent dans ma pratique. Encore une fois, maintenant, j'ai plus à dire ces mots-là, mais longtemps, je disais, ah, ne t'en va pas tout de suite. Peur, honte, ne t'en reste un peu. Alors, on voit, il y a une révolution là avant. Je ne veux surtout plus sentir ça. Je ne veux plus sentir ça. Je repousse, je déteste, je crains.
Et avec le mouvement de la pleine conscience, c'est ne pars pas tout de suite. Il y a beaucoup d'informations dans cette expérience d'impatience. Je veux être en contact avec ceci, pas de façon dupe, être dupé, emporté, porté, nourrir de façon inconsciente, être sous l'emprise de. Et je ne veux pas non plus rejeter ou craindre comme je l'ai fait avant. Maintenant, je suis un explorateur. Alors j'entre dans l'expérience humaine, dans la nature humaine, et j'amène toute mon intelligence, toute ma sensibilité pour pouvoir m'approcher de l'expérience de l'impatience, si c'est ce qui traverse le système, ou du découragement. Ah, le découragement, quelle chance! Les êtres humains font l'expérience du découragement. Ah, et c'est présent en ce moment. Si ce l'est, où est-ce que c'est senti? Ah, incroyable! Le découragement est une expérience ressentie dans le ventre qui semble vide ou dur, ou dans la poitrine qui se contracte, ou dans l'acidité qui se répand dans le corps. Ah, il y a plein de biologie dans la peur, ah, une paralysie, ou une perte d'énergie dans le corps. Alors, une investigation, une exploration des états mentaux, ça peut passer beaucoup par le corps. Encore une fois, Pascal enseigne avec ce qu'il connaît, sa personnalité, son intelligence. Il est kinesthésique. Thésitique. Son intelligence est dans son corps. Il vient du monde du théâtre, de la danse. Alors, c'est comme ça, lui, qui enseigne, en passant par ça. C'est comme ça qu'il vit les choses. Le plaisir, la beauté, pour lui, la joie sont des choses qui sont connues dans son corps. Alors, bien entendu, il va en parler comme ça. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Ah, c'est intriguant. Il faut aller voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est pour moi l'expérience de la joie? Est-ce que c'est une tonalité intérieure? Un sentiment d'espace, de légèreté? Est-ce que c'est bubble-like? Est-ce que c'est ressenti dans la poitrine, l'expansion de la poitrine? Ou dans je ne sais pas, quelque chose dans la nuque ou les épaules? Et donc, l'investigation, c'est cette invitation-là, l'investigation en termes bouddhiques, encore une fois, toujours le langage, c'est compliqué, euh, c'est délicat, ça peut tromper autant que ça peut aider. Mais l'investigation, quand on dit ça, dans la pratique bouddhique, oui, dans la pratique de la pleine conscience, l'investigation, ça ne veut pas dire réfléchir à, analyser, expliquer. Oh, non, non, non. Et il est 4 heures du matin. Et c'est ça son niveau d'énergie. Il a bien dormi. Euh, L'investigation dans la pratique bouddhique, c'est préconceptuel. Hein. S'il y a des mots, ils mènent vers le silence attentif. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh, la respiration. Oh, le mal-être. Oh, le bien-être. Alors, un mot. Ah, le bien-être. Et ensuite, on découvre. Et puis, parfois, ça s'échappe. On reconnaît quelque chose, on s'y intéresse. Même amener son attention vers quelque chose, se laisser découvrir, être touché par quelque chose, oups, le phénomène disparaît, s'enfuit, passe. Et là, ah, tiens, j'arrive pas à saisir, toucher, c'est plus disponible. Ah ben tiens, c'est comme ça. Mais donc l'investigation, c'est pas, c'est plus réceptif, c'est plus sensitif, sensuel. On parle de texture, même si j'utilise des mots un peu matériels, physiques, là. On parle
d'ambiance, peut-être de texture intérieure. Hein, si je suis de mauvaise humeur, donc je suis assis ici de mauvaise humeur, je suis invité à découvrir l'expérience pendant qu'elle a lieu, à être encore une fois, j'essaie d'utiliser, je vais bouger un petit peu quelque chose, j'entends des bruits. Ouais, je pourrais dire, parfois on entend dans le langage observer un langage qui est visuel. Ça peut être limitant, ça peut résonner pour vous. Moi, j'essaie de me promener, observons ceci, ressent. On est invité à ressentir, à se laisser connaître. Des fois, je dis toucher, être touché, parce que toucher, parfois, c'est un peu trop actif. Être, se laisser être touché. Pour moi, la pratique de la pleine conscience, c'est permettre. Hein? Permettre, c'est pas très actif. On permet aux choses d'avoir lieu et d'être connues. Je ne vais pas observer un phénomène, je le laisse être connu. Il y a déjà ce facteur-là de la conscience. De la même façon que la respiration, il y a déjà de la conscience. On n'a pas à produire de la conscience. Ça fait partie du package de base d'être un être humain. Ça vient avec ça. On est touché par les choses. Hein? On a 6 portes qui sont constamment ouvertes. Si un son, il va être entendu. Un objet visuel va toucher l'œil. Une odeur assez forte va être connue d'elle-même. On n'a pas à aller chercher une odeur ou un goût ou un son ou les objets visuels. De la même façon, on n'a pas à aller chercher les émotions. Elles se présentent d'elles-mêmes, les humeurs, les pensées d'elles-mêmes aussi. On pourrait peut-être en produire, mais quand on est assis là, les images vont venir d'elles-mêmes, les perceptions font partie de l'expérience. Alors, on n'a pas à aller chercher, on peut se laisser toucher. Quelqu'un demandait hier quelle est la différence entre observer un phénomène et l'idée de la roche, hein, qui va au fond de l'eau, ou parfois la pleine conscience, l'image qui peut être utilisée, c'est comme de l'eau qui entre dans une éponge, un phénomène étant une éponge, et l'eau qui entre au cœur de... Certaines personnes vont parler d'être attentif, consciente, conscient, avec pour eux, c'est perçu comme un certain recul, où on voit les choses. Pour moi, mon expérience, ce que j'ai appris de mes enseignants, ce que j'ai compris, c'est qu'on s'approche au cœur des choses, on entre au cœur de la joie, au cœur du calme, au cœur du malaise, de la honte, du doute, mais bien accompagné, avec calme, avec curiosité. Et là, les phénomènes deviennent poreux pour moi avec l'attention. Hein? Plutôt que d'avoir une idée de ce qu'une chose est. Ah non, pas encore cet obstacle. L'attention devient comme de l'eau qui fait le tour, qui, qui, qui entre dans toutes les crevasses pour aller connaître l'expérience de l'intérieur, on pourrait dire. Bon, quelle est votre imagerie? Quels sont vos mots? Mais encore plus important, quelle est l'expérience pour vous? Quelqu'un, je pense, écrivait, ah, il y avait une façon dont je pratiquais, que j'avais de pratiquer qui était un peu plus haut du corps, comme investi comme ça. Et là, je découvre une autre façon qui est plutôt bas du corps. C'est drôle, ça. Moi, j'aurais jamais pensé à présenter les choses comme ça. Pourtant, je l'entends à ma façon, bien entendu. Et ça me parle. Ah oui, donc un mode plus réceptif, comme ça. Une autre façon d'en parler, puis après je m'arrête. Ce qu'on développe ensemble, ce qu'on cultive en soi, une façon d'en parler, c'est qu'on passe de nos façons un peu réactives d'être en relation avec les choses pour aller vers des façons sages d'être avec les choses.
Et donc, dans les enseignements, ça va être décrit par le passage des empêchements, c'est-à-dire toujours être en lien avec les choses à travers le regard, le filtre de l'aversion, je ne veux pas ceci, ou du désir, je veux ceci, je veux garder ceci. Alors la saisie qui soit s'accroche à ou repousse, etc. Alors, ou le manque d'énergie, on n'est pas vraiment intéressé par les phénomènes, ou l'agitation qui fait qu'on n'arrive pas à entrer en contact vraiment avec les phénomènes parce qu'il y a trop de pensées qui voilent, trop d'agitation. Alors, tranquillement, on passe de ces modes d'existence-là vers euh, une, un mélange, on pourrait dire, en tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends encore une fois, un mélange de calme et de curiosité, un mélange d'éveil, curiosité, intéressé, engagé, esprit qui est engagé avec les phénomènes, les expériences, pendant qu'elles se produisent. Alors, engagé, mais aussi euh, détendu, calme, euh, tranquille. Donc, au moment de méditer, pour moi, ça revient souvent à ça. Tiens, est-ce que je peux inviter une part de calme, que les conditions soient celles que je désire ou pas, que je préfère ou non, intérieurement, dans le corps, ce matin, ou dans ma vie, ou dans ma société, ou sur ma planète? Est-ce que je peux inviter une dose de calme et une dose de sensibilité, pleine conscience, éveil, présence attentive? Alors, c'est un mélange de ça pour moi, d'énergie qui passe par la curiosité et de quelque chose d'apaisé qui euh, euh, permet d'être avec. Et si ça vous intéresse, en tout cas, c'est comme ça que moi, je vais pratiquer ce matin avec cette attention, cet intérêt de ces deux sortes de qualités. Une qualité de calme, dans ces eaux-là, de calme, équanimité, euh, non-distraction. Je suis en train d'éviter le mot concentration à cause de ses effets délétères sur mon propre système. Et donc, un aspect de calme, de quelque chose de posé, un aspect de demeurer, rester plutôt que de partir en opinion, préférence, analyse, demeurer. Donc, un aspect de non-distraction, de non-éparpillement. Puis un autre aspect d'intelligence, de quelque chose de vivace, d'engagé avec ce qui est là. Est-ce qu'on essaie ça un petit peu? Et peut-être petite note de bas de page ici. Alors quand je nous invite à aller à laisser l'attention entrer au cœur des choses, un peu comme l'eau entre dans l'éponge. C'est comme une approche, une façon générale de parler des choses, quelque chose qui est souvent bienvenu. Et parfois, en fait, euh, quand une émotion, par exemple, est trop euh, affligeante, difficile à vivre, l'idée, c'est pas d'entrer au cœur de ce phénomène-là, là, la peur, panique, etc. L'idée, euh, avec une émotion affligeante, ce serait une approche en fait presque un peu contraire, qui serait juste
En anglais, j'appellerais ça touch and go. C'est-à-dire que si, par exemple, l'épicentre d'une émotion, pour moi, est dans le cœur, il y a quelque chose une contraction, un battement, quelque chose qui est très difficile à vivre, puis que ça se retrouve, comme très souvent, soit dans la gorge, le ventre, la poitrine. Alors pour moi, dans la pratique, ce qui serait judicieux, qui serait juste aidant, ce serait d'aller toucher un moment. Ah, c'est difficile. Ici, c'est douloureux, puis oups, de sortir, d'aller vers les sons, le silence, d'ouvrir les yeux, de voir la pièce, l'espace, de poser mon regard sur quelque chose qui est rassurant, le regard par la fenêtre, les arbres, le mouvement dans les arbres, ou une plante à l'intérieur, ou un objet que je possède, que j'aime bien. Et revenir, toucher, touch and go. Alors on touche et on va vers autre chose. On peut stabiliser l'attention, rafraîchir, nourrir. De cette façon-là, tranquillement, on apprend à s'approcher de ce qui est douloureux sans sentir qu'on va rester pris ou être avalé ou tomber dans l'abysse de cette émotion. Alors on peut s'approcher, puis oups, se retirer et amener l'attention là où l'émotion n'est pas présente. Peut-être dans les mains, le contact avec le sol. On peut aller vers le toucher s'il y a un endroit dans le corps qui est oui, plus de calme ou d'équilibre ou de neutralité. Ou on peut aller vers les autres sens, la vue, pour se ressourcer, pour apaiser l'esprit, l'audition, même l'imagination. Imaginer un endroit calme, rassurant, pour inviter, pour amener un peu de calme, justement. Puis on peut à nouveau sentir peut-être la détresse, juste un petit peu. Ah oui, c'est là. Ça peut être une façon aussi judicieuse de procéder. Alors, voyez ce qui est vivant en ce moment, ce qui est connaissable facilement, reconnaissable, dont on peut faire l'expérience parce que c'est déjà là, qu'on n'est pas à creuser, chercher. Ça peut être juste le corps qui est assis, qui respire. On laisse les phénomènes être connus. La respiration connaît la respiration. Parfois, on a l'impression qu'il y a un petit jeu qui est juste là derrière les yeux, au milieu du cerveau. Et on peut peut-être laisser la conscience, la sensibilité descendre, un peu comme si elle était dans un ascenseur, descendre vers le cœur, si on veut, et faire l'expérience du monde à partir de là, du cœur, laisser l'intelligence, la sensibilité, être là, résider dans le cœur, dans la poitrine, descendre même plus bas dans le ventre. Laisser le ventre, connaître le ventre.
laisser l'intelligence se répandre dans tout le corps, ou découvrir que le corps est déjà intelligent, sensible, sa propre intelligence particulière, celle de la peau. Et on va peut-être découvrir l'ambiance dans laquelle on se retrouve, l'ambiance calme, quelque chose qui peut être spacieux, ou qui peut être plutôt contracté. Encore une fois, j'utilise mes mots. Peut-être que pour vous, vous découvrez c'est une image d'une certaine couleur de votre conscience. Parfois, la conscience est colorée par la bienveillance. Parfois, elle est colorée, on pourrait dire, par l'irritation. Une part de calme, une part de curiosité. Permettant aux choses, aux phénomènes d'être présents, ceux qui sont présents, permettant d'être là et d'être connus, simplement, directement, naturellement. Sans forcer sur les choses, ni forcer sur l'attention, ni sur les phénomènes, pour qu'ils changent ou demeurent, sans forcer,
sans abandonner, sans retourner trop facilement vers les habitudes mentales. Demeurant engagé dans cette réalité du corps, assis, respirant, ressentant. On découvre parfois dans l'esprit, le mental, certaines flexibilités, une souplesse, malléabilité, de telle sorte qu'on peut inviter certaines qualités, inviter un peu de calme. Le calme, souvent, manifeste par un esprit un peu moins discursif, un peu moins de choses à dire. Parfois, notre mental, notre esprit n'a pas de flexibilité, hein, et dans ses habitudes, un peu pris. À travers la pratique, on assouplit le mental, on peut lui suggérer, on peut inviter un peu de bienveillance, et puis, oups, l'esprit devient légèrement amical quand il ne l'était pas juste avant. On invite un peu de calme, un peu plus d'éveil, si ça devient vaporeux, si on devient somnolent. On invite un peu d'éveil, oups, ça apparaît. Parfois, on peut inviter un peu de patience dans l'impatience. C'est disponible, parfois non.
Si ça paraît un peu compliqué, à un certain moment, on se perd. On peut revenir à quelque chose de très, 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 très simple. Laisser l'attention, la présence, épouser la respiration. Demeurer présent. Ceci. Laisser l'attention devenir, on pourrait presque dire, la respiration. L'attention qui n'a pas de forme. Laisser prendre la forme du souffle, des mouvements du ventre ou de la poitrine. Laisser l'attention prendre la forme de la respiration.